gave, that why don't we exchange population to reduce poverty? Merci, Monsieur le Président. Pour ma part, j'ai essayé de traiter de façon très succincte les défis énergétiques et environnementaux dans le cas de la Méditerranée, et j'expliquerai pourquoi la Méditerranée. Mais en guise d'introduction, je voudrais donc insister sur le fait que nous vivons dans un monde globalisé où il y a de plus en plus complexe, où les pays sont interdépendants, où les marchés mondiaux facilitent la transmission des crises et où les enjeux environnementaux, énergétiques, financiers, économiques et même alimentaires sont réellement interconnectés, d'où la nécessité d'une gouvernance mondiale pour pouvoir traiter ces crises qui ont une dimension internationale et donc qui supposent une réponse mondiale et régionale. L'équilibre environnemental, le contexte énergétique mondial est soumis à d'importantes incertitudes. D'abord, la demande mondiale énergétique continue à progresser sous l'effet des besoins des pays en développement. Le scénario de l'Agence internationale de l'énergie prévoit donc une croissance de 1,8% par an. À l'échelle de la Méditerranée, c'est un taux de croissance qui est nettement plus important. Et je vais expliquer pourquoi. Sur le plan de l'offre énergétique mondiale, donc, il y a une répartition déséquilibrée des ressources naturelles sur le plan géographique, ce qui crée de fortes tensions. Et sur le plan des réserves mondiales, on peut dire qu'aujourd'hui, les réserves mondiales, il y a des estimations de l'Agence de l'énergie internationale de l'énergie, mais il y a la dimension politique de ces réserves qui fait qu'aujourd'hui, nous ne connaissons pas avec certitude les différentes réserves, bien que les différentes études géologiques qui ont été menées jusqu'à présent ont montré que le peak oil ne sera pas atteint avant 2015. Sur le plan environnemental, là aussi, l'empreinte écologique mondiale dépasse la biocapacité de la planète. L'humanité ponctionne donc plus de ressources que ce que la nature peut générer. La biodiversité est en recul. En l'espace d'une trentaine d'années, nous avons perdu plus de 30% de la biodiversité au niveau mondial. Sur le plan des espèces des vertébrés, la population a chuté de 40%. Et la désertification est en train de se propager et il n'est pas exclu qu'elle atteigne 70% de la surface du globe à l'horizon 2030. Les dérèglements des systèmes naturels du monde, notamment le climat, avec des effets contrastés sur l'exacerbation des événements extrêmes, les inondations catastrophiques, on a vu le cas du Pakistan, les incendies dévastatrices, la Russie et la montée de l'aridité et de la désertification. Il y a une émergence d'une conscience mondiale en faveur d'un rééquilibrage des modèles de développement, mais il y a une réticence à une prise d'engagement contraignant. Donc il y a une prise de conscience, mais c'est au niveau de l'action où le bas blesse. Il y a un intérêt renouvelé en faveur de l'environnement, on le voit même dans les plans de relance économique à travers le monde avec les montants d'investissement que l'Union européenne ou les États-Unis veulent consacrer à l'économie verte. Sur le plan de la Méditerranée, pourquoi je traite le cas de la Méditerranée? Parce que la Méditerranée, c'est un niveau régional entre le niveau mondial et le niveau national, et ce niveau régional est pertinent pour l'analyse des interdépendances et articulation entre les politiques nationales et leur cohérence avec l'effort régional ou mondial. C'est une région qui, de par sa position géographique et sa configuration naturelle, résume l'essentiel des enjeux mondiaux sur le plan énergétique et environnementaux. C'est une région qui comprend à la fois des pays développés en développement, aux complémentarités évidentes et qui partagent une communauté de destin. C'est aussi une région qui envisage de lancer des projets communs transversaux. C'est le cas dans le cadre de l'Union pour la Méditerranée, malgré les contraintes géopolitiques de construction d'une gouvernance globale à l'échelle de ce globe.
Avant de parler d'évoquer les besoins énergétiques de la Méditerranée, je voudrais situer la Méditerranée, c'est pratiquement 15% du PIB mondial, 7% de la population, 40% du tourisme, 30% du fret maritime, d'où l'intérêt de la dépollution de la Méditerranée, 28% du trafic pétrolier mondial, 10% des espèces végétales. Donc c'est une écorégion avec 8% seulement, avec 8% de la consommation d'énergie pour 15% du PIB et 8% des émissions de gaz carbonique. Les besoins énergétiques de la Méditerranée sont très importants et surtout des pays du sud et de l'est de la Méditerranée qui connaissent donc des taux de croissance de la demande énergétique très élevés au point où, à l'horizon 2025, la consommation de ces pays, les pays partenaires méditerranéens de l'Europe, auront une consommation qui est presque similaire à celle de l'Union européenne, avec une dépendance énergétique de plus en plus importante de la région, donc qui va s'accroître, malgré le fait que certains pays du Sud sont producteurs de pétrole et de gaz. Avec une volonté, les scénarios qui ont été faits jusqu'à présent montrent que les énergies renouvelables vont évoluer en termes de contribution entre 6%, qui est le scénario tendanciel, à l'horizon 2025, à 14% pour le scénario volontariste. J'ai prévu beaucoup de cartes, malheureusement, je n'ai pas de système pour la présenter. C'est une région donc, où les scénarios du GIEC ont montré que l'augmentation de la température va évoluer à l'horizon 2100 par rapport donc, à 1990 entre 2,2 degrés et 5,1 degrés. Donc c'est plus que la moyenne mondiale. Au niveau des précipitations, là aussi, la baisse des précipitations est dramatique. Pour le cas du Maroc, le Maroc est dans cette région-là, subit également de plein fouet les conséquences du changement climatique. L'augmentation de température serait comprise entre 3 degrés au niveau des côtes méditerranéennes et atlantiques et jusqu'à 6 degrés à l'intérieur du continent, avec une baisse des précipitations qui pourrait atteindre 50%. Les impacts du changement climatique sont très importants. Malheureusement, j'ai une carte que je ne pourrais pas projeter. Une chose sur laquelle je voudrais insister, c'est le fait que la biodiversité étant très menacée, puisque 19% des espèces sont menacées d'extinction. 5% donc en danger critique aujourd'hui, 7% en danger et 7% qui sont vulnérables. Sur le plan de l'eau, je crois que c'est là où réellement les conséquences seront les plus dramatiques. La région méditerranéenne aujourd'hui ne dispose que de 3% des ressources en eau pour 7% de la population mondiale, avec des évolutions en termes de disponibilité en eau par habitant, des évolutions qui seraient dramatiques dans les scénarios de l'inaction. Certains pays auront même des réserves en eau par habitant qui n'excéderaient pas 100 mètres cubes par habitant et par an à l'horizon 2025. Donc, la question de l'eau et de l'énergie sont réellement interconnectées au niveau de cette région. Interconnectées parce que non seulement il faudrait avoir de l'énergie pour subvenir aux besoins du développement et de la croissance économique, mais il faudrait aussi de l'énergie pour généraliser l'accès à l'ensemble des populations, parce que les taux d'accès ne sont pas encore à 100%, et il faudrait aussi de l'énergie pour trouver des solutions en matière d'eau. Le plan bleu a prévu que l'eau représenterait en termes de besoins à l'horizon 2030 15% de la production d'énergie électrique contre 9% seulement aujourd'hui. Donc le couple énergie-eau est un couple qui on ne peut pas faire de la politique énergétique si on n'intègre pas la dimension, si on n'intègre pas la question centrale de l'eau. Quelques suggestions. Donc,
au niveau de cette région. D'abord, le couple énergie-environnement devrait être au cœur d'une politique régionale coordonnée. La politique énergétique méditerranéenne devrait être une politique énergétique concertée, favorisant l'atténuation du changement climatique, intégrant les besoins en eau. Et cette politique devrait être basée sur 3 priorités fondamentales. L'efficacité énergétique, d'autant plus que les gains potentiels pourraient représenter entre 25 et 30% de la demande d'aujourd'hui. Le développement des énergies renouvelables, d'autant plus que le potentiel solaire et éolien est très important, particulièrement au sud de la Méditerranée, et l'ancrage d'une culture d'usage tempéré de l'énergie au niveau des populations. Deuxième suggestion, c'est de développer les synergies pour la préservation du capital naturel de la région, à travers donc des politiques d'adaptation. Donc, ce n'est pas seulement les politiques d'atténuation, mais aussi des politiques d'adaptation aux contraintes climatiques, à travers, bien entendu, le renforcement des réseaux d'observation, parce que pour lutter contre les effets du changement climatique, il faudrait d'abord développer l'observation et pouvoir faire tourner des modèles à maille très réduite pour mieux connaître les conséquences du changement climatique à des échelles locales. Développement du système d'alerte précoce aux catastrophes naturelles et à la pollution, et développement des aires communes de protection et de conservation des espèces. Au Maroc, par exemple, on est en train de développer les réserves de biosphère au sud du Maroc, et ces réserves de biosphère, non seulement ils vont atténuer la montée de l'aridité au niveau du nord du Maroc, mais ils vont même protéger le sud de l'Espagne, d'où l'intérêt d'une collaboration entre pays voisins au niveau climatique. En plus de la nécessité d'encourager l'initiative des ONG et de sensibiliser les populations aux effets du changement climatique. Pour cela aussi, différentes mesures devraient être accompagnées par des mesures d'accompagnement judicieuses. En particulier la consolidation des mécanismes de financement et de transfert de savoir-faire. Parmi les propositions, il faudrait peut-être créer un fonds méditerranéen environnemental qui viserait à renforcer la capacité d'adaptation au changement climatique des pays les plus vulnérables. Ceux qui subissent les changements climatiques et qui n'ont pas été à l'origine de ce changement climatique, ce sont ceux aujourd'hui qui n'ont pas les capacités d'adaptation. Et donc, il y a un besoin de financement pour engager des actions importantes en termes d'adaptation. Il faudrait aussi jeter les bases d'une économie verte pour la région et conserver la vocation de la Méditerranée en tant qu'éco-région. En plus de ça, il faudrait accélérer les transferts de savoir-faire, de compétences, de technologies. Il y a quelqu'un qui a parlé tout à l'heure de l'importance de la recherche et du développement. Il faudrait aussi créer et faire émerger des pôles de compétitivité, des clusters et de recherche euro-méditerranéens sur des secteurs porteurs qui sont également riches en emplois, particulièrement dans le domaine des énergies renouvelables. Dans le cas du Maroc, je terminerai rapidement par dire que le fait que le pays a pris conscience de l'importance du changement climatique. Le Maroc témoigne d'une prise d'engagement claire en faveur du développement durable. Il est en train de finaliser une charte de l'environnement qui a été qualifiée par Sa Majesté le Roi comme faisant partie du projet de société du Maroc. Et il est en train de s'engager résolument